Europe 1 Info, 13h-15h, Clélie Mathias. Bienvenue sur Europe 1, si vous nous rejoignez. Nous sommes ensemble pendant encore une heure. C'est l'heure des grands entretiens politiques d'Europe 1 Info. Je recevrai dans un instant Éric Chall, délégué général UDI, premier adjoint du 8e arrondissement de Paris. Mais avant, c'est Prisca Thévenot, députée Ensemble pour la République des Hauts-de-Seine et ancienne porte-parole du gouvernement. Prisca Thévenot, bonjour. Bonjour. Et soyez la bienvenue. Dans un instant, on va revenir sur ce nouveau signe de dégel entre Paris et Alger. Juste avant, le prix des carburants à la pompe, on le sait, c'est le week-end de lui-même, un week-end prolongé. Les automobilistes vont certainement faire leur plein et découvrir la douloureuse, ou alors continuer de la payer. Écoutez Marine Tondelier qui a vertement critiqué Patrick Pouyanné, c'était sur TF1, puisqu'il avait menacé d'arrêter son plafonnement des prix des carburants en cas de taxe sur les super profits réalisés par l'entreprise au premier trimestre. La chef des écologistes accuse Patrick Pouyanné d'odieux chantage. Ce qu'il faut savoir, c'est qu'il en vend un peu moins cher, mais il en vend beaucoup plus puisque tout le monde va chez lui. C'est pas un saint homme à qui on doit donner la Légion d'honneur. C'est un profiteur de crise et qui fait maintenant un odieux chantage. Un odieux chantage et ça doit s'arrêter. Moi, je suis pour une abolition des privilèges climatiques. C'est l'ennemi, Total Énergie, Prisca Thévenot. C'est quand même dingue, à force de considérer chaque patron français comme un ennemi public et de faire de chaque entreprise française un coupable idéal. Marine Tondelier fait ce que la gauche mélenchonisée sait faire de mieux, c'est-à-dire transformer le débat politique en caricature permanente. Est-ce que je dois déjà rappeler à Marine Tondelier que du fait de la gauche alliée au Rassemblement national, il existe maintenant depuis 2 ans une taxe sur les profits exceptionnels réalisés par les grandes entreprises. Cette taxe, elle est soi-disant exceptionnelle, elle est encore aujourd'hui en application. Peut-être que Marine Tondelier, à force de polémiquer toute la journée et de crier dans tous les sens, elle ne se rend même pas compte de ce qu'elle a permis de faire voter avec son groupe et le Rassemblement national à l'Assemblée. Ensuite, rappelez qu'elle peut gesticuler dans tous les sens. Les Français ne cherchent pas des coupables, ils veulent des solutions. Et une des solutions, c'est justement de plafonner le prix, ce que Total notamment a proposé, de manière exceptionnelle, mais aussi avec une attention particulière sur les ponts du mois de mai que nous avons d'ailleurs en ce moment à l'occasion du 8 mai. Donc, plutôt que d'essayer de gesticuler pour faire du bruit, peut-être peut-elle regarder ce qu'il se passe réellement et peut arrêter de pointer du doigt en permanence celles et ceux qui créent des emplois dans notre pays, celles et ceux qui essaient de trouver des solutions et participer au débat et arrêter de participer à des caricatures qui ne servent à rien. Mais ça déplace un peu le débat aussi. Il y a quelques semaines, c'était plutôt le gouvernement qui était ciblé par les oppositions pour un manque d'aide. Là, la polémique s'est décalée vers Total Énergie. Mais voilà. C'est pratique. Vous êtes en train de parfaitement résumer ce qu'elle est en train de faire. C'est-à-dire qu'ils sont là pour trouver des coupables, pour trouver des vecteurs de haine et des vecteurs de division. Il y a un fait, c'est que les Français ne veulent pas des coupables, ils veulent des solutions. Comment faire en sorte d'alléger le poids du coût de l'énergie dans leurs factures au quotidien, et notamment à l'occasion des ponts où ils veulent peut-être se déplacer ou tout simplement dans leur quotidien pour aller travailler, emmener les enfants à l'école, bref, vivre librement. Et donc oui, il y a eu des mesures ciblées mises en place par le gouvernement, et en plus de cela, il y a effectivement Total qui met en place un plafonnement des prix à la pompe, notamment à l'occasion des longs week-ends du mois de mai. Donc quelle va être la prochaine étape pour Marine Tondelier? Quel va être le prochain coupable pour Marine Tondelier? Je pense qu'à un moment, Marine Tondelier doit plutôt arrêter vraiment la caricature et se mettre dans un débat de fond. Encore faut-il qu'elle en soit capable. Prisca Thévenot, les Français ne veulent pas des coupables, c'est ce que vous m'avez dit, mais est-ce qu'ils peuvent comprendre un tel décalage entre ces super profits et eux, leur situation qui, en plus, avec le prolongement de cette guerre et l'incertitude qui est liée, ça continue jour après jour. On ne voit pas la fin de cette hausse des prix des carburants. Je le redis encore une fois, moi je ne suis pas la porte-parole de Total ou la porte-parole d'un autre énergéticien. Non mais vous comprenez ce décalage, vous comprenez qu'il peut y avoir une colère aussi. Je le comprends tout à fait, mais on peut en parler sans oublier ce qui a été fait et mis en place. Et je peux vous le dire, moi je suis d'un point de vue économique libéral, donc je ne suis pas pour les taxes, je ne suis pas pour les augmenter, je ne suis pas pour en créer, au contraire. Force est de constater, c'est que sous le gouvernement de Michel Barnier a été décidée une taxe exceptionnelle sur les super profits. C'est bien de cela dont on parle et sur lequel vous m'interrogez. Cette taxe, elle existe. Elle existe. Et force est de constater, c'est que ça ne suffit pas pour venir défendre le pouvoir d'achat des Français face effectivement à ce sujet du coût du carburant. Et donc, il faut, en plus des aides ciblées décidées par le gouvernement,
aides qui doivent être temporaires, sinon, excusez-moi, hein, c'est poche gauche, poche droite. Il faut aussi que les énergéticiens, notamment ce que Total a fait, puissent mettre en place un plafonnement des prix, ce qu'ils sont en train de faire. Donc, je veux bien qu'on puisse débattre, et c'est important de débattre, parce qu'il s'agit du pouvoir d'achat au quotidien des Français. Mais attention à ne pas oublier qu'il existe déjà une taxe sur les super profits en France. Marine Tondelier n'est pas la seule à viser, à cibler Total Énergie. Il y a aussi les distributeurs alimentaires qui, eux, accusent Total Énergie de concurrence déloyale parce que justement, vous l'avez rappelé, ils font ce plafonnement à la pompe. Est-ce que le gouvernement doit intervenir là ? Ben, je ne sais pas. Enfin, regardez, par rapport à ce que vous me dites avant, Ils demandent une intervention. Oui, c'est pour ça que je vous pose la question. Moi, ce que je dis, c'est ce que demandent les Français. Les Français, eux, ils demandent à ne pas être pénalisés dans leur quotidien. C'est pas simplement folklorique. Il s'agit de pouvoir se déplacer librement pour pouvoir vivre correctement. Et face à cette, effectivement, crise du coût de l'énergie qui dure maintenant depuis plusieurs semaines, plus d'un mois, eh bien, oui, les acteurs économiques peuvent avoir des récriminations et des demandes vis-à-vis du gouvernement, mais n'oublions pas que notre rôle à nous, c'est de faire en sorte que des mesures ciblées puissent être mises en place, c'est ce qui est le cas, et de ne pas venir dénoncer quand, en plus des acteurs économiques, participent à réduire la facture d'énergie des Françaises et des Français, sachant que tout cela va forcément être provisoire. Dès que on va sortir de ce sujet du coût de l'énergie, les choses reviendront à la normale, en espérant bien sûr que ça n'ait pas d'implication sur la facture des Français. Donc le gouvernement n'aidera pas les distributeurs alimentaires. Vous interrogerez le gouvernement sur ça. Vous savez, moi je parle de là où je suis. En tout cas, vous n'y êtes pas favorable. Non, j'ai pas d'avis dessus. Moi, je suis parlementaire. Je ne vais pas commencer à parler de sujets de compétences sur lesquels je n'ai pas d'action. Moi, mon action, c'est d'alerter et de ramener aussi de la vérité sur les dispositifs qui existent aujourd'hui et les remontées qu'on peut nous faire aussi bien sur nos circonscriptions que aussi aujourd'hui, il faut le dire, par les réseaux sociaux. Alors parlons de la relation entre Paris et Alger, si vous le voulez bien, Prisca Thévenot. L'heure est au dégel. Il y a déjà le retour de l'ambassadeur de France et une présence française aux événements mémoriels algériens du 8 mai. Ce rapprochement doit permettre une normalisation des relations. Écoutez Xavier Driancourt, ancien ambassadeur de France à Alger, qui a réagi à cette annonce. D'abord, il n'y a jamais eu une crise aussi grave avec l'Algérie, donc c'est une occasion de sortir de la crise dans laquelle nous sommes. Deuxièmement, le président algérien a dit qu'il ne voyait pas d'objection à un retour de l'ambassadeur de France. Bon, ben voilà, il y a une occasion. Et troisième signification, si l'ambassadeur retourne le jour du 8 mai à Alger, c'est pas une date choisie par hasard. En Algérie, c'est la commémoration des massacres de Sétif. Et donc, il va y avoir, comme il y a à chaque fois, des discours anti-français. Retourner l'ambassadeur de France en Algérie le jour du 8 mai, c'est un nouveau geste mémoriel. Alors, est-ce que la France, dans la foulée de ce qu'a pu dire Xavier Driancourt, est-ce que la France, j'allais dire s'humilie, le mot est peut-être un peu fort, mais s'humilie une nouvelle fois là, devant l'Algérie, en choisissant cette date, en choisissant de rouvrir le dialogue, alors que il apparaît que c'est plus Alger qui commande dans cette relation? Non mais attendez, je pense que je suis étonnée un peu de votre question, désolée, pardonnez-moi, mais si on veut, la faiblesse dans une relation, c'est de refuser le dialogue. La faiblesse dans une relation, c'est de considérer qu'on quitte la table des discussions et qu'on ferme la porte. J'ai jamais vu quelconque courage à refuser le débat, un débat argumenté, un débat fort, un débat dense. Quand on n'est pas là, pardon, mais on a tort par défaut. Et donc oui, on doit pouvoir retrouver un dialogue. Un dialogue, ce n'est pas signe de naïveté, c'est signe de courage et signe de force pour pouvoir imposer ce dont nous avons besoin. Rappeler aussi que nous avons des ressortissants que nous devons continuer à défendre. Ça a été rappelé tout à l'heure dans votre journal. Et je pense que c'est ça qu'il faut le regarder aujourd'hui. Moi, je suis assez étonnée de voir que on ne peut pas se dire toute la journée patriote et considérer en permanence qu'on doit associer l'action de la France à des mots comme humiliation, comme avoir peur, comme reculade. Enfin, un moment, je pense que, surtout quand on parle de sujets internationaux et de rapports internationaux, nous, ici, ce qu'on nous disons depuis des petits micros dans des petits studios, depuis Boulogne ou Paris, c'est de rappeler aussi que nous sommes unis derrière notre pays diplomatiquement, unis pour faire valoir notre parole. Mais cette parole, pour qu'elle puisse être forte, il faut qu'elle puisse exister. Mais est-ce que l'Algérie l'accepte, ce dialogue? Ça sera à nous de le faire, justement. Ça sera à nous, mais pour qu'il puisse être accepté, il faut qu'il soit mis en œuvre. Désolé, le silence n'impose rien. Il n'impose rien et encore moins du courage politique.
Alors, ça veut dire quoi un dialogue exigeant? C'est Laurent Nunez qui le disait hier au micro de CNews et Europe 1. Il disait ça sera un dialogue, mais ce sera un dialogue exigeant. Ça veut dire quoi? Tout est dans les Décryptez-nous. mots. Tout est dans les mots. Enfin, pardon, c'est très simple. Mais concrètement, on a du mal à quand même à comprendre. Eh bien, c'est revenir effectivement dans cette capacité de dialogue pour dire ce que nous attendons, ce que nous voulons. Mais je suis désolée, s'agiter ici sur des plateaux médias ou via des posts réseaux sociaux pour expliquer qu'on est fort, qu'on est dur et qu'on est brave, sans aller parler concrètement et de façon exigeante, pour reprendre les termes de M. Nunez, avec le partenaire en question, ben ça sert à rien. Pardon, ça fait de la mousse, ça fait des vagues, mais ça sert à rien. On parle de sujets sérieux, on parle de vie engagée derrière. Alors justement, Prisca Thévenot, est-ce que vous avez bon espoir pour la libération de Christophe Glaise? Je rappelle que ses parents ont renoncé à un pourvoi en cassation, ce qui ouvre la voie, enfin une possibilité pour une grâce présidentielle de la part du président Tebboune. Écoutez, on l'espère, mais pour pouvoir aller sur ce chemin d'espoir, il faut un chemin de dialogue. Il le faut, ce chemin de dialogue. Et donc, je crois que c'est Alice Ruffo, la ministre déléguée auprès de la ministre des Armées, qui est sur place. Et j'ai toute confiance en ses capacités d'avoir et de mettre en place, pour reciter les mots du ministre de l'Intérieur, un dialogue exigeant, sachant que c'est quelqu'un qui connaît très bien les dossiers, qui a suivi cela notamment depuis l'Élysée, où elle était aussi conseillère sur un certain nombre de ces dossiers, de ces enjeux. Nous devons avoir confiance, et cette confiance ne peut passer que par une capacité à dialoguer. Elle est sur place, vous le disiez, Alice Ruffo, la ministre déléguée aux armées. Aujourd'hui, c'est une date symbolique. Xavier Driancourt le rappelait, ce sont le 8 mai 45, c'est les massacres de Sétif. C'est la première fois qu'une ministre française se rend sur place à l'occasion de ces commémorations. Certains y voient la continuité de la rente mémorielle. Pas vous? Je pense qu'il faut... là, le sujet, vous avez vu, avec tous les sujets que vous venez de me citer avant, et notamment... avec M. Blaise et tout ça, je pense qu'à un moment, on pourrait s'amuser à faire des polémiques, des petits mots, des petites phrases. Le contexte n'est pas celui-là. Nous sommes aussi une date importante, ne l'oublions pas, le 8 mai 45. Soyons à la hauteur de notre histoire et regardons devant. Nous avons beaucoup de défis et d'enjeux à relever. Et je pense que je ne ferai pas de petites phrases par rapport à ça, et j'en commenterai pas non plus. Prisca Thévenot, députée Ensemble pour la République des Hauts-de-Seine, ancienne porte-parole du gouvernement, et l'invitée des grands entretiens d'Europe 1 Info. On verra ce que vous pensez de ce geste, Bali Bagayoko, qui va laisser le portrait d'Emmanuel Macron décroché dans sa mairie de Saint-Denis. A tout de suite sur Europe 1. Il est 2h15, très bon après-midi. Vous écoutez Clélie Mathias sur Europe 1. 13h, 15h, Europe Info. Et les grands entretiens politiques d'Europe 1 Info se poursuivent à 14h17 sur Europe 1. C'est avec vous, Clélie Mathias, et votre première invitée, Prisca Thévenot, députée Ensemble pour la République des Hauts-de-Seine et ancienne porte-parole du gouvernement. Prisca Thévenot, on va parler dans un instant de cette nouvelle polémique lancée par Bali Bagayoko. Mais juste avant, je voulais vous entendre sur bien la présidentielle de 2027 et cette déclaration de Gabriel Attal, qui a laissé entendre hier sur France Info qu'il avait un accord avec Édouard Philippe pour que le moins bien placé des deux se retire début 2027 de la présidentielle, uniquement en cas de risque de second tour entre LFI et le Rassemblement national. Écoutez-le. Ce qui rendra un rassemblement impérieux, c'est si effectivement il y a un risque de deuxième tour entre LFI et le RN. Moi, je ne veux pas ça pour la France. Et donc, il faut l'empêcher. C'est pour ça que j'ai proposé qu'il y ait un comité de liaison, une instance qui réunisse des représentants d'Édouard Philippe, des représentants de mon parti. On a tous les deux accepté cette idée-là, qui se réunissent, qui discutent. Le moins bien placé dans les sondages se retirera s'il y a un risque Rassemblement national, LFI. Ça, c'est précisément ce qui est discuté dans ce comité de liaison qu'on a mis en place. C'est pas tranché. Est-ce que c'est les sondages? Est-ce que c'est une primaire? Tout ça est en train d'être travaillé. Prisca Thévenot, ce risque, il existe déjà. On le voit dans les sondages. Est-ce que pourquoi ne pas le faire dès maintenant, cette union? Je vais vous le dire assez simplement. Un comité de liaison a été souhaité par Gabriel Attal, et un comité de liaison s'est déjà réuni et va continuer à se réunir. Ce comité de liaison réunit donc les familles politiques qui ont déjà gouverné, exercé le pouvoir ensemble, à savoir Renaissance, Horizon, Modem, UDI. Et si je ne m'abuse, le parti radical a confirmé va rejoindre aussi ce comité de liaison. Donc il est déjà en train de travailler en respectant un calendrier bien précis, à savoir permettre à ces familles politiques d'exister pleinement dans le débat présidentiel qui s'ouvre à nous, parce que chacune des familles politiques a aussi ses nuances à faire valoir sur un certain nombre de sujets. Par exemple, nous sommes déjà positionnés sur les réseaux sociaux, nous nous sommes positionnés
sur permettre de libérer toujours plus le monde du travail, notamment avec ce qui s'est passé le 1er mai, mais également sur le rapport au travail, l'immigration sur lequel nous voulons revoir la façon dont elle est organisée en France, moins organisée autour du regroupement familial, mais plus autour de la capacité à travailler et répondre aux besoins de notre économie. Et puis je pourrais citer le sujet de la réforme des retraites, où nous ne sommes pas vraiment complètement alignés avec Horizon sur ça. Eux veulent une retraite à 67 ans, nous voulons réformer complètement le modèle vers une capitalisation. Bref, une fois qu'on s'est dit ça, notre enjeu, il est de faire exister ce débat, mais de ne pas nous dédouaner face à la responsabilité qui sera la nôtre, empêcher un second tour, RN Bardella, LFI Mélenchon. Et donc oui, nous ne pouvons pas dire cela en considérant qu'on ira de toute façon tous au premier tour. Et donc ce comité de liaison a vocation à préparer aussi cette démarche d'union qui sera la nôtre. Vous nous confirmez qu'il y aura un seul candidat ce qu'on appelle la grande famille du bloc central, en fait, je vous tous ces partis que vous nous avez cités. Je vous confirme que toutes ces familles-là, tous les leaders qui sont à l'origine de ces familles et qui aujourd'hui les représentent, ainsi que les militants et les adhérents et les élus qui sont derrière, ne prendront pas le risque d'avoir ce second tour de l'enfer entre Jordan Bardella et M. Mélenchon. Donc si c'est Édouard Philippe, par exemple, qui est désigné, si c'est Gabriel Attal qui est désigné, nous serons effectivement tous unis derrière Gabriel Attal. Parce qu'en attendant, il y a une petite bataille quand même. Je l'ai fait exprès. Mais oui, je sais bien. Édouard Philippe était un peu en baisse là dans les sondages, ça vous arrange, j'imagine. Non, il n'est pas question. Je ne peux pas vous dire qu'on va faire campagne ensemble et que nous sommes dans une dynamique assez simple, assez saine et responsable, et commencer à chicailler les positions des uns et des autres dans les sondages. Moi, ce que je vois assez simplement, c'est que nous avons aujourd'hui des personnalités et des familles politiques qui portent des projets. Nous sommes déjà sortis, nous, Renaissance, avec un certain nombre de sujets idéologiques. Je vous disais les réseaux sociaux, je vous disais la place, par exemple, du travail dans notre projet, le sujet européen, je pourrais vous en citer plus. Nous sommes d'ailleurs réunis le 30 mai prochain autour d'un grand meeting autour de Gabriel Attal pour dévoiler une partie de notre projet pour l'année prochaine. Nous sommes en campagne. Nous sommes en campagne, pas simplement pour commencer à parler casting politique, mais aussi et surtout pour débattre d'idées. Parce que le meilleur moyen, et c'est pas moi qui le dis, c'est justement Gabriel Attal, d'empêcher aussi ce duel de l'enfer entre RN et LFI, c'est de ramener le débat non pas autour de noms des uns et des autres, mais d'idées. Quels sont les projets, quels sont les sujets que nous voulons continuer à adresser pour la France en Europe et pour la France dans le monde. Vous parlez d'union, vous appelez à l'union, mais au sein de Renaissance, il y a un peu de la désunion quand même dans l'air avec Elisabeth Borne elle n'a pas jeté sa carte, mais voilà. Elle est partie des instances dirigeantes. Elle a fondé aussi son propre mouvement. Elle a été suivie par d'autres figures dont le nom était important, Éric Dupond-Moretti, qui parle aux gens, pour ne citer que lui. Donc, qu'est-ce qui se passe là au sein de Renaissance ? Il se passe qu'on travaille, on continue à avancer. C'est un peu dommage, effectivement. Alors, Elisabeth Borne n'est pas complètement partie puisqu'elle est toujours chez Renaissance, mais c'est vrai qu'elle n'a pas voulu continuer les fonctions et les missions qui étaient les siennes, notamment une mission importante, celle de présider le Conseil national de notre famille politique, précisément l'instance, l'organe qui travaille au débat d'idées et qui travaille aux lignes idéologiques. Donc bon, c'est dommage. Elle a affiché ses divergences, elle l'a dit clairement, elle les a justifiées. Oui, il aurait peut-être fallu les afficher et les faire vivre au sein de l'organe qu'elle présidait, à savoir cet organe qui travaille aux idées pour notre parti. Écoutez, moi je ne suis pas là pour donner des bons points ou des mauvais points. Elle a choisi de créer son mouvement politique tout en restant aussi chez Renaissance, très bien. Mais je suis sûre aussi qu'Elisabeth Borne ne prendra aucun risque face au duel qu'on commentait il y a à peine quelques secondes. Et si on élargit un petit peu la famille, ministres et députés Renaissance, Modem, Horizon, LR, Lyotte ont été conviés à Matignon une semaine, donc cette semaine-là, après donc les plusieurs polémiques au Parlement, notamment celle du 1er mai. Sébastien Lecornu a appelé son camp de la droite et du centre à l'unité, là aussi. C'est vrai que toutes ces polémiques ont abîmé un petit peu cette unité. On sent qu'il n'y a pas une force, on va dire, moteur. C'est pas vrai. C'est pas vrai. Il y a une unité, on vient de vous le dire avant. Est-ce qu'il y a une unité de la droite et du centre ? Je ne sais même pas ce que c'est que la droite et le centre. Bloc central, comme on l'a appelé. Mais du coup, c'est la droite et le centre. Enfin, à un moment, appelons un chat un chat. Il y a une unité au sein des familles politiques qui ont exercé ensemble, qui ont gouverné ensemble et qui ont partagé, pas des chaises ou des petits arrangements, mais des idées. Renaissance, Horizon, UDI, le Modem. Voilà, c'est précis. Ensuite, quand on me dit la droite et le centre, la droite, on parle des idées de qui ? De Valérie Pécresse, de M. Copé ou de M. Retailleau ?
Je pense qu'à un moment, il faut aussi regarder les choses. Oui, nous sommes unis, et la preuve, le comité de liaison dont je vous parlais tout à l'heure existe déjà. Mais c'est une réalité, ce ne sont pas simplement des paroles ou des angles d'espoir, quoi. Mais vous savez bien que le Premier ministre a convoqué donc la droite, certes, mais aussi votre bloc, votre parti, la Renaissance, et tous ceux qui font cette famille qui a œuvré, comme vous l'avez dit, ensemble pendant plusieurs années. Donc cette famille-là, qui était censée être unie, soutenir le gouvernement, la présidence d'Emmanuel Macron, elle semble sur certains sujets, encore une fois, comme ce fut le cas pour le 1er mai, divisée. Mais vous savez quoi ? Au contraire, on a été extrêmement unis sur le sujet du 1er mai. Là où on a manqué d'union et de soutien, c'est de la part du gouvernement. Et sans offense. Sans offense. Et c'est pour ça que Sébastien Lecornu rappelle à l'unité. Moi, je ne sais pas. Pourquoi il a convié tout le monde ? Mais il a raison. C'est dans son rôle. Il est quand même le chef d'une majorité qui reste encore à bien déterminer sur un certain nombre de lignes idéologiques, mais surtout d'une stabilité politique à laquelle nous participons et que nous garantissons, nous, à l'Assemblée nationale. Sans l'unité des chefs politiques que je viens de vous nommer, UDI, Modem, Horizon, Renaissance, la stabilité politique du gouvernement n'est qu'une parole en l'air. Nous sommes unis, nous sommes soutiens. Maintenant, c'est vrai que nous attendons aussi ce soutien et cette unité dans l'autre sens. Ça n'a pas été le cas pour le 1er mai. Passons, regardons sur les autres sujets. Mais nous serons toujours là, nous sommes face à nos responsabilités et nous ne dérogerons pas. Mais est-ce que vous êtes en soutien du gouvernement ? La preuve, c'est qu'on s'est fait lâcher en race campagne sur le 1er mai et nous sommes encore là mobilisés. Parce que ce qui compte pour nous, c'est de faire avancer le pays. On ne peut pas se permettre de plonger le pays dans l'immobilisme. Mais ça a été mal vécu quand même. On se souvient de certains mots de certains députés vis-à-vis du gouvernement. Je ne vais pas citer les mots de Carl Olive, mais ils ont été forts. Mais je vais vous le dire, on a le droit de s'exprimer. Est-ce qu'on était ravis de se rendre compte que des boulangers, des bouchers, des fleuristes allaient encore être dans un flou artistique et juridique le 1er mai ? Pardon, vous en avez eu sur votre antenne, le Premier ministre lui-même a dû déroger à la règle qui s'appelle la loi en appelant un fleuriste pour lui dire « Ne vous inquiétez pas monsieur, vous n'allez pas être sanctionné », alors que, pardon, il venait de se faire contrôler. C'est une réalité. Pour autant, est-ce que nous menaçons le gouvernement comme pourrait le faire le Rassemblement national ou la France insoumise ? Non. Nous sommes dans un débat d'idées, dans des convictions idéologiques, et c'est ça le débat politique. On a trop oublié au cours des dernières années que le débat politique, c'était la menace. Le débat politique, ce n'est pas la menace. C'est ce que veut faire croire Marine Le Pen et Jordan Bardella d'un côté, et Jean-Luc Mélenchon de l'autre côté. Mais à 1 an de la présidentielle, ces dissensions, aux yeux des Français, est-ce qu'elles ne peuvent pas apparaître justement comme un manque d'unité ? Vous savez, je pense que plus que jamais, les Français veulent de la radicalité. Cette radicalité, ce ne sont pas dans les menaces et les petits noms d'oiseaux, c'est dans notre capacité à rappeler que nous avons des convictions et que nous dérogerons pas à nos convictions. Est-ce que notre famille politique est contre des augmentations d'impôts et la création de nouvelles taxes ? Oui, et nous l'avons toujours fait sans jamais menacer le gouvernement de Michel Barnier. Est-ce que notre famille politique est pour libérer le travail et permettre à celles et ceux qui ont envie de travailler de le faire en étant protégés et sans remettre des acquis sociaux comme le 1er mai? Oui. Est-ce que nous avons été soutenus par le gouvernement de Sébastien Lecornu? Non. Pour autant, nous ne l'avons pas menacé. Et c'est ça aussi que les Français veulent. De la radicalité dans les positions et pas de l'affaiblissement ou de la fausse nuance qui permet simplement de garder son petit confort politique. Dernière question, Prisca Thévenot. Le Bali Bagayoko, le maire de LFI de Saint-Denis, a refusé d'accrocher le portrait d'Emmanuel Macron dans son bureau, malgré la demande du préfet. Et, il l'a laissé en fait dans un coin du bureau retourné. Alors c'est pas une obligation, mais c'est une tradition républicaine. Est-ce que là, vous y voyez un symbole de la rupture avec justement avec la République ? J'y vois surtout une preuve. Il n'est pas digne de porter l'écharpe tricolore. Il passe son temps à remettre en cause nos institutions, à déroger à des règles qui sont pourtant simples et basiques. On respecte les institutions, on ne les affaiblit pas. Et je vous le disais un peu hors antenne quand vous avez annoncé qu'on allait parler de lui, je pourrais m'amuser à commenter les frasques de ce maire matin, midi et soir, mais en fait on participe simplement à faire ce qu'il a envie, c'est-à-dire de lui faire de la publicité gratuite. Moi je suis désolée, j'ai pas envie de parler de ce maire, moi j'ai envie de parler de la maire de Ville-d'Avray avec qui j'étais ce matin en commémoration du 8 mai 45, qui a rendu hommage à celles et ceux qui sont morts pour notre pays, celles et ceux qui ont été victimes de la barbarie, et qui a eu un discours à hauteur d'enfants pour faire en sorte que celles et ceux qui étaient accompagnés de leurs enfants puissent transmettre à leur tour. Je vais continuer 5 secondes parce que je sais que ça fait pas du buzz, mais je veux parler de ces maires dont on parle pas toute la journée, qui font un travail exemplaire, courageux, et parce qu'ils ne font pas de buzz, sont dans l'indifférence des médias. Parlons d'eux, oublions le maire de Saint-Denis. Merci Prisca Thévenot. Dans un instant, je reçois Éric Chal, délégué général UDI.